Voyons maintenant les roches de faille, c'est-à-dire les tectonites. Donc, les roches de faille, donc les tectonites, se développent dans la roche originelle lorsque celle-ci est broyée et brisée dans une zone de cisaillement, c'est-à-dire la faille, et ceci à des températures et des pressions qui sont basses, plutôt dans la croûte supérieure. Ce qui donne d'une manière générale des roches qui sont constituées par des éléments anguleux, qui sont noyés dans une matrice d'éléments plus fins, matrice qui est parfois cimentée. La nature des tectoniques est malgré tout assez variable, même si on retrouve ce caractère commun, et la variabilité va être fonction de l'intensité et du taux de cisaillement, des conditions physiques extérieures, température, pression de confinement, des fluides, et puis bien sûr des lithologies que vous avez de part et d'autre de la faille dans le toit et dans le mur. L'ensemble de ces paramètres vont influencer sur la taille des éléments, sur la proportion de matrice, c'est-à-dire le liant versus élément, sur la cohésion de la roche et sur l'arrangement des éléments entre eux. Donc, par rapport à ça, il y a des classifications qui ont été proposées. On peut retenir celle de Woodcock, qui est mort en 2008, dont vous avez un tableau ici qui vous donne les différents termes et les différentes roches de faille. Alors ce tableau est à deux entrées. Vous avez une première entrée qui est la proportion d'éléments, c'est-à-dire clast en anglais, la proportion de clast d'éléments de taille supérieure à 2 mm, c'est-à-dire la proportion de gros éléments. Donc on distingue les roches qui ont plus de 30% d'éléments et ceux qui en ont moins de 30%. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième entrée, c'est savoir si la roche est foliée ou non foliée, c'est-à-dire si elle présente un débit en feuillé ou non. Et puis, un dernier paramètre, c'est la cohésion de la roche. Donc si on prend tout d'abord des roches qui ont plus que 30% de gros éléments supérieurs à 2 mm, qui ne sont pas foliés et qui sont cohésives, c'est-à-dire bien consolidées, on parle alors de brèches tectoniques, avec différents types de brèches. Un exemple de brèche tectonique, voici une photo. On voit des gros éléments qui sont constitués par des roches relativement sombres et qui sont pris dans un liant blanchâtre qui correspond probablement à la recristallisation de calcite ou de quartz. On ne voit pas de débit en feuillet particulier, il n'y a pas d'organisation particulière des gros éléments. On voit que leur proportion est supérieure à 30%. On a ici une brèche tectonique. Si on prend un deuxième exemple de roche de faille, c'est ce qu'on appelle les gouges de faille. Donc là, le caractère vraiment important des gouges de faille, c'est qu'elles sont pas consolidées, non cohésives. Et donc on a souvent une espèce de farine argileuse qui va se trouver, comme ce qui est pointé par le doigt là, un peu plus gris sombre, une farine argileuse qui est située entre deux blocs de roches qui sont eux très bien cohésifs. Et dedans, souvent, on voit des marques de cisaillement assez claires. On peut aussi distinguer ce qu'on appelle les pseudo-tachylite. Donc là, on est dans des roches qui ont moins de 30% d'éléments grossiers et puis qui sont cohésives. Par contre, la particularité des pseudo-tachylites, c'est qu'il s'agit en fait de verre, l'équivalent de verre volcanique. Alors, cependant, il ne s'agit pas de verre volcanique à proprement dit. Les pseudo-tachylites sont formés en fait lors d'un séisme. Vous avez un bloc qui bouge par rapport à un autre, et lors d'un séisme, ça va bouger très rapidement. Ça va libérer de l'énergie, faire de la friction, et cette énergie va permettre la fusion de roches. Et c'est cette fusion qui va produire les pseudo-tachylites, qui sont donc sous forme de verre, de filons de verre proches des failles. Alors ces pseudo-tachylites se forment principalement dans des domaines de roches qui sont riches en quartz et en feldspath, et donc elles s'infiltrent le long de fractures. Il s'agit donc d'un matériel vitreux noir sous forme de fente observé dans les microbrèches. Pour information, une tachylite, c'est un verre volcanique basaltique. Donc là, c'est pseudo-tachylite, c'est-à-dire que ça ressemble, mais l'origine est différente. Alors, des photos de pseudo-tachylite, voilà, on est dans un espèce de granit en haut à gauche, là, ou une roche plutonique, on va dire, et on voit cette fente remplie de matériel noir, vitreux, et en lame mince, on retrouve ce matériel noir, vitreux, donc typique des pseudo-tachylites. Alors il faut savoir que ce sont des roches assez rares,
puisqu'elles se forment uniquement lors de séismes et pas lors de tous les séismes, parce qu'il faut des roches à l'origine riches en quartz et en feldspath, et que vous ayez une friction importante pour libérer de l'énergie et permettre la fusion. Enfin, on peut noter également les milonites, qui sont des roches donc, également constituées par moins de 30% d'éléments grossiers, qui sont cohésives et qui sont foliées, c'est-à-dire qui ont un débit en feuilles. Donc une milonite, qu'est-ce que c'est? C'est une roche en fait d'origine métamorphique qui est issue de la transformation d'une roche primaire et qui est caractérisée donc, par une recristallisation dynamique des minéraux qui la composent. C'est-à-dire que ces minéraux ils recristallisent sous l'effet d'une intense déformation, principalement ductile, et cette intense déformation va leur imposer une orientation préférentielle et notamment une forme feuillée. On a aussi une très belle milonite avec, on voit bien les différentes feuilles de quartz ou de minéraux ferro-magnésiens qui sont sombres, le quartz étant blanc, et on voit des espèces de d'œils qui montrent des figures d'enroulement qui correspondent aux cisaillements qu'on a dans cette roche. Alors, toutes ces roches de faille, on vous les présente, et pas uniquement pour votre culture personnelle, mais c'est aussi parce que ça a des implications importantes en ingénierie, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les roches de faille sont soit des très bons des barrières, soit des roches poreuses qui permettent de faire des conduits, j'entends pour les fluides, soit des très bonnes barrières pour les fluides, soit des très bons conduits. Ça dépend un peu de la nature de la roche de faille, de sa porosité, de sa cohésion. Mais on a un peu les deux cas. Donc, ce sont des endroits privilégiés pour la circulation des fluides, dans lesquels on peut faire des forages pour faire de la géothermie, dans lesquels on va pouvoir trouver des ressources fossiles plus facilement. Et ce sont aussi des barrières qui peuvent bloquer certains réservoirs, des réservoirs en eau, des réservoirs en ressources fossiles également. Par ailleurs, associé à cette circulation de fluides intense, on a souvent une minéralisation, une recristallisation de certains minéraux qui peuvent avoir un intérêt économique, que ce soit pour l'industrie ou pour simplement faire des bijoux, des gemmes. Par exemple, ici, on a une faille située dans la mine d'Imiter au Maroc, faille qui est symbolisée ici par ce trait blanc. Alors, sur la photo, je vous avoue que vous avez peut-être du mal à le reconnaître, mais il faut me faire confiance. Et lorsqu'on s'approche de cette faille, on voit ce genre de choses. Donc, deux épontes en gris bien homogène, séparées par une zone plus blanche avec des gros éléments anguleux qui sont pris dans une gangue blanche, et en dessous un niveau plus gris. Et en fait, vous avez le toit, le mur d'une faille, une brèche tectonique, et puis de l'argent natif qui est recristallisé avec du quartz. Donc, ce qui fait que la mine d'Imiter au Maroc est une principale mine d'argent natif au monde, et elle produit encore énormément d'argent. Alors, on peut voir dans les brèches, par exemple, là, tout ce qui est or, en fait, couleur or, ce n'est pas de l'or, mais c'est de l'argent, et on en retrouve énormément dans ces brèches tectoniques. Donc là, les failles sont vraiment des conduits de circulation de fluides qui étaient chargés en éléments d'intérêt économique, ici l'argent, et donc ils sont concentrés, et donc on peut les exploiter le long de ces accidents tectoniques, de ces failles. Alors, d'une manière générale, un peu de vocabulaire associé à cette notion d'exploitation de minerais. Il faut savoir qu'historiquement, notamment enfin, pour les pays anglo-saxons plutôt, la notion de toit s'apparente à ce qu'on appelle le hanging wall, le mur au niveau des mains, et la notion de mur s'appareille au foot wall, c'est-à-dire le mur au niveau des pieds. Pourquoi? Parce que les mineurs évoluaient dans les veines dans lesquelles il y a des minéraux d'intérêt économique, et donc au niveau de leurs mains c'était le hanging wall, et au niveau de leurs pieds, donc sous la faille, c'était le foot wall. Alors attention, or, O-R-E en anglais ne veut pas dire l'or, le métal, mais veut dire minerai en anglais.